Salut la team, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle petite vidéo. Après 2 semaines un peu de pause, je m'étais engagée à faire une vidéo par semaine, mais là je sentais que dans ma vie perso il se passait pas mal de choses, que j'avais besoin de prendre du recul, de réfléchir. Émotionnellement c'était assez intense, il y a eu beaucoup de mouvements entre Paris et le Sud, bref, beaucoup de choses. C'était une grande période de remise en question aussi à pas mal de niveaux, que ce soit pro, perso, etc. Mais il y a un sujet qui n'arrêtait pas de revenir dans ma tête, quelque chose dont je veux vraiment parler. Salut, c'est moi Alina. Je vais peut-être toucher n'importe quel bouton. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Mais bon, je commence et puis un jour, faut bien commencer. Si on commence jamais, on va jamais y arriver. Là, c'était une des choses qui a été très présente dans ma tête, c'est le milieu associatif. En gros, moi, je suis dans le milieu associatif depuis 2019 assez intensément. Enfin, j'ai toujours été dans des assos, même avant ça, même à la fac, que ce soit des assos culturels ou même des assos où je faisais du bénévolat, etc. par le passé. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment en 2019 que j'ai été très, très impliquée dans une asso où j'ai commencé à militer. Et là, en l'occurrence, dans l'accompagnement des mineurs non accompagnés, donc qui sont des mineurs qui arrivent sur le territoire français sans parents, sans tuteurs légaux et qui n'ont pas de titre de séjour français. J'ai commencé par donner des cours de français dans des assos à Paris à ces jeunes-là. Et très très vite, j'ai commencé à vraiment m'impliquer, à avoir des rôles de plus en plus importants, au sein des associations. J'ai appris beaucoup de choses et ça m'a même donné envie de me spécialiser un peu plus autour des questions des migrations. Du coup, j'ai décidé de faire un master en sciences sociales autour de ces questions-là, sur les migrations. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai donc déjà beaucoup réfléchi à pas mal de ces thèmes-là, notamment la question de mon mémoire de M2, que je n'ai jamais terminé. C'est un peu la blague de tout ça, mais parce que bref, j'ai jamais terminé ce mémoire, mais c'était la question de l'épuisement des bénévoles dans le milieu associatif. Et en l'occurrence, dans le milieu d'accompagnement des MNA, qu'est-ce qui pousse les bénévoles, ou en fait tous les aidants, aidantes, les gens qui sont dans ces milieux associatifs-là. Et mon terrain, c'était l'accompagnement des MNA, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on observe dans un peu tous les milieux associatifs. Et c'était autour vraiment de ce sentiment d'impuissance qui vient générer un sentiment d'inutilité et donc aussi de fatigue parce qu'on a l'impression qu'on se bat constamment dans une sorte de tempête qui est le système français et son système très oppressif et qui empêche les personnes d'être régularisées, d'avoir une vie stable et sereine. J'en ai un petit peu parlé par le passé de ces sujets-là. Mais là, je voulais vraiment plus me centrer sur les questions de structuration du milieu associatif. Donc, c'est vraiment des pensées que j'ai, des questionnements, des réflexions. La vidéo, ça n'a pas trop vocation à apporter des réponses ou des solutions et tout, mais vraiment, même s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, qui ont des avis, des idées, des conseils de lecture, je suis hyper preneuse. C'est qu'est-ce qu'on fait quand une asso change d'échelle. Donc, quand une association qui démarre petite, avec uniquement des bénévoles, avec un mode un peu familial, assez chaleureux, mais quand l'association grossit étape par étape et à force d'exister, elle a besoin de se structurer parce qu'il y a de plus en plus d'enjeux, de responsabilités, il y a la vision de se professionnaliser dans un domaine. Et donc, ça amène pas mal de questions sur, OK, quid de l'asso? Qu'est-ce qu'est une association? Quelle est la vocation et l'ADN de l'association? Et en ce moment, c'est des questions qui arrivent pas mal dans les associations dans lesquelles je suis. Salut les gars. Là, dans cette vidéo, je dis beaucoup de choses qui sont des pensées en construction, qui sont un peu des trucs auxquels je pense. C'est des choses qui sont toujours et constamment en train d'évoluer parce que dès que j'avais terminé de tourner la première vidéo, j'ai eu des appels j'ai eu des appels avec des gens, des assos, et les conversations continuent, on continue à réfléchir, à penser. Donc voilà, je change un peu d'avis, ou alors pas trop, mais ça vient confirmer des choses, enfin, ça dépend. Et encore hier, j'ai eu des conversations qui sont venues un peu balancer tout ce que je pense, tout ce que je dis, parce que dès qu'on entend plus de points de vue, qu'on a la perspective d'autres personnes, d'autres bénévoles, d'autres salariés, tout continue à se secouer et à nourrir ma réflexion. Donc en fait, c'est juste pour dire, vraiment, c'est un peu du thinking out loud, quoi. Je réfléchis et je me filme en train de réfléchir et en train de parler de mes pensées parce que ça me fait du bien, parce que je pense que c'est des choses qu'il faut nourrir. Et j'aime Internet parce qu'on peut nourrir nos réflexions mutuellement et avoir accès au cerveau des autres. Et du coup, j'ai trop envie j'adore avoir accès au cerveau des autres. Et
Bon, voilà, moi, c'est mon cerveau. Après, chacun fait ce qu'il en veut. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, c'est pas un truc de genre, voilà, c'est ça, nan, nan, je pense ça. Je pense que c'est clair que, voilà, hein, ça se remue constamment. Mais je préfère le redire parce que après, enfin, c'est vulnérabilisant, c'est. Vous connaissez le blabla. Juste, voilà, c'était un petit truc parce que même là, dans des trucs que je dis, il y a des choses où je me dis, ah, peut-être que je l'aurais pas dit ainsi, de la même manière, si je l'avais dit aujourd'hui. C'est tout, soyez doux, soyez gentle, que du love. En gros, c'est est-ce que vouloir changer le modèle d'une association, ça veut dire que on évolue. Comment dire? En gros, dans une association, enfin dans l'association en question, on a commencé, enfin il y avait uniquement au départ des bénévoles, puis quand il y a eu de plus en plus de monde et de jeunes accompagnés, il a fallu avoir une présence un peu plus régulière sur le terrain. Donc comme beaucoup d'associations font, il y a eu des services civiques qui ont rejoint l'équipe. D'abord une, puis deux services civiques, et ensuite il a été question de salarier une personne pour coordonner l'association, pour répondre aux appels à projets, pour faire l'accueil des bénévoles, pour tout organiser, parce que c'est important quand on accueille des bénéficiaires, quand on accueille des bénévoles, que les choses soient quand même un minimum organisées, et pour ça, le système du bénévolat ne fonctionnait pas, et bien que j'ai toujours été bénévole dans les associations, très souvent, enfin, sauf quand j'étais éducatrice spécialisée dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, j'étais dans une association mandatée par l'État, mais à part à ce moment-là, j'ai toujours été bénévole. Donc, c'est une position que j'aime énormément, mais dont je suis de plus en plus critique. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de questionnements autour du rôle du bénévolat et du travail gratuit dans des associations qui se professionnalisent. Pour moi, c'est possible pour certaines missions, mais je me pose vraiment la question de est-ce que la bénévole peut avoir... Enfin, jusqu'où peut aller le rôle d'un ou d'une bénévole dans une association qui grossit et a plusieurs salariés. Parce que souvent, dans un modèle associatif, quand on embauche des salariés, les personnes qui sont les employeurs, employeuses de ces salariés-là sont des bénévoles qui sont au bureau et au conseil d'administration. Et c'est là que beaucoup de choses rentrent en jeu dans les questions organisationnelles. On se retrouve avec des personnes qui vont avoir une responsabilité aux yeux de l'association, qui vont devoir accompagner les salariés, mais qui ne sont pas formés pour accompagner ces salariés-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir au sein d'un bureau et d'un CA des personnes qui vont avoir beaucoup de compétences, mais qui ne sont pas nécessairement les compétences dont l'association a besoin pour gérer l'association et se poser les bonnes questions. Enfin, en tout cas, je pense qu'on peut se poser les bonnes questions, mais il y a souvent besoin d'autres accompagnements. C'est pour ça que beaucoup d'associations font appel à des structures qui acceptent de donner des conseils à des associations. C'est pour ça qu'il y a du mécénat de compétences et qu'il y a beaucoup de choses qui existent pour au mieux accompagner les associations à se poser les bonnes questions, à se structurer et à développer finalement des compétences. Je pense que beaucoup d'associations traversent des crises de gouvernance et des crises de gestion de l'association quand elle grossit. Parce qu'il y a des personnes et des bénévoles qui vont rejoindre une association à un moment T parce que ça va leur faire du bien. C'est-à-dire qu'il va y avoir évidemment la raison, l'essence même de l'association, la raison pour laquelle les gens se sont investis en tant que bénévoles, c'est-à-dire en l'occurrence l'accompagnement des mineurs non accompagnés. Mais certaines bénévoles vont vraiment venir pour faire communauté, se rencontrer, se faire du bien, parce que ça vient leur apporter, ça vient les nourrir, en somme, un peu de participer à cette association-là. Moi, je questionne toujours un peu cet enjeu-là. Est-ce que c'est une bonne motivation que de rejoindre une association parce que ça nous fait du bien? Alors, heureusement que ça nous fait du bien, et c'est l'essentiel, et c'est important. Mais je viens me poser la question de jusqu'où c'est OK de venir militer et lutter dans une asso ou être bénévole quand c'est uniquement pour se faire du bien. Est-ce que quand on a une association, le bien-être des bénévoles est évidemment fondamental quand on en a, mais est-ce que c'est une cible? Est-ce que quand on réfléchit à structurer une association, on doit aussi réfléchir à la cible des bénévoles? Moi, à titre personnel, je ne suis pas certaine. Je pense que quand on a une association, il faut accepter qu'elle ait des évolutions, même si ça va aller à l'encontre des envies de certaines bénévoles qui s'étaient investis dans cette association-là au début. Moi, en l'occurrence, quand j'ai rejoint différentes associations, j'ai vraiment apprécié le lien que je crée avec les autres bénévoles, j'ai apprécié le lien que je crée avec les personnes qu'on accompagnait et qu'on aidait, avec les salariés, avec les services civiques, aussi également en tant que service civique.
Mais j'ai toujours vu et su, entre guillemets, changer d'asso ou partir quand je sentais que les choses ne me convenaient plus dans la structuration. C'est-à-dire que, après, parfois, je partais parce que je trouvais que les décisions prises par l'association n'étaient pas les bonnes, parce que je trouvais qu'il y avait des situations plus ou moins dangereuses. Enfin, voilà, quand on fait des signalements, bref, ça c'est tout un autre sujet. C'est être dans des milieux associatifs qui travaillent avec des mineurs, c'est aussi savoir gérer le fait d'attirer des personnes qui peuvent être toxiques ou malveillantes, surtout quand on travaille avec un public très précaire et très vulnérable, qui sont les mineurs non accompagnés. Et ça, je pense que c'est le cas dans toutes les assos qui accompagnent et aident des personnes en situation de vulnérabilité et de précarité. Donc il y a toujours la question aussi de, en tant que bénévole, être en mesure de se remettre en question, être conscient de ses privilèges, être conscient de comment nos mots, notre parole va être perçue par des personnes qui vont nous écouter. C'est-à-dire que quand on va donner des conseils à des jeunes ou à des personnes aidées, même aussi en tant qu'éducatrice spécialisée, il faut savoir qu'on va avoir... j'ai l'impression qu'on nous met, pas sur un piédestal nécessairement, mais dans la position d'une personne qui a un savoir ou une connaissance plus importante que la personne première concernée. Or, notre objectif, c'est d'accompagner cette personne première concernée et donc de vraiment pouvoir l'écouter. Je pense qu'il y a toute la dimension d'une écoute active et d'être en mesure de... En tout cas, la question de la position et de se positionner dans ce rôle-là de bénévole est super importante. Et souvent, quand j'entends des retours sur oui, mais on pense plus aux bénévoles, etc., je me dis, mais c'est-à-dire penser aux bénévoles. Penser au bien-être des bénévoles, évidemment. Parce que ça, c'est la base, c'est penser au bien-être des salariés, de tout le monde, en fait, qui s'investit dans un projet associatif ou même dans tout autre projet. Mais c'est jusqu'où c'est notre priorité. La deuxième chose où je veux aller, désolée, c'est pas très organisé, c'est pas ma grande spécialité d'être organisée, c'est le besoin d'avoir un conseil d'administration plus ou moins compétent avec des compétences précises. C'est-à-dire, entre autres, si on va avoir besoin d'une personne spécialisée en RH, au lieu de faire appel et dépenser de l'argent à un prestataire RH, surtout que tous les prestataires RH ne sont pas particulièrement bons, en l'occurrence celui avec lequel... j'ai pu travailler dans le cadre de cette association. C'était très compliqué, il y avait souvent des erreurs. Les salariés de l'association remarquaient les erreurs faites par le prestataire RH. Et ça, c'est des choses qui sont franchement chiantes et éprouvantes. Parce que moi, je n'ai aucune spécialisation en RH. Je découvre vraiment ce monde-là. Il y a énormément de choses, en fait, surtout dans un milieu où l'épuisement est propice pour les salariés. C'est hyper important d'avoir un cadre de travail sain. Or, c'est vraiment plus compliqué qu'on ne le pense que de mettre en place ce cadre sain pour s'assurer du bien-être des salariés et des services civiques et des stagiaires, etc. Voilà, moi, ma question, c'est est-ce que c'est négatif de vouloir qu'une association se professionnalise et donc qu'il y ait une évolution dans les membres du conseil d'administration pour structurer au mieux l'association pour le bien des personnes accompagnées et aidées. Vraiment, pour moi, c'est ça le plus important, c'est pour leur bien. Et c'est pas juste parce... Enfin, voilà, je sais pas. Parce qu'en fait, quand on a une association grossit, elle se professionnalise. Et du coup, il y a des attentes aussi de l'autre côté, des personnes qui nous financent, des personnes qui nous accompagnent. Et ça, c'est un vrai enjeu. Parfois, dans l'association, quand je parlais de réfléchir à ces questions-là de manière stratégique, on m'a déjà dit, oui, mais du coup, vous voulez transformer l'association en une entreprise. Ah ok, vous voulez avoir un mode, ça se passe comme ça dans les entreprises. Ok. En quoi ce serait négatif d'avoir un fonctionnement d'entreprise si ça veut dire avoir un mode de fonctionnement organisé avec des droits du travail qui est respecté? Pas que ce soit pas possible dans le modèle associatif, mais pour moi, l'association, est-ce qu'on peut pas dire que c'est comme une forme d'entreprise? Du coup, quelle est la définition d'une entreprise? En fait, pour moi, on a une vision très péjorative de l'entreprise. Pour moi, l'entreprise, c'est quelque chose qui vient mettre un cadre et s'assurer que ce cadre-là est respecté. Et pour moi, c'est un mode organisationnel. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais on m'a souvent reproché, en tout cas, de vouloir avoir un fonctionnement qui ressemble à celui d'une entreprise. Or, pour moi, ça n'est pas négatif tant que notre but reste le même et tant que ça reste à but non lucratif. C'est-à-dire que, pour moi, tant que la priorité, c'est les personnes qu'on aide et qu'on accompagne, il faut qu'on s'organise au mieux pour nous permettre de mener à bien nos missions. Et jusqu'où on peut évoluer dans cette organisation-là pour mener à bien nos missions. Par exemple, il est arrivé récemment que
Donc l'association a voulu embaucher une directrice il n'y a pas longtemps, enfin il y a 2 ans, parce que la personne qui avait le poste de coordinatrice par le passé, quand elle a quitté l'association, elle nous avait recommandé d'embaucher une directrice en nous disant il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse diriger l'association et qui soit sur le terrain tout le temps, parce qu'elle grossit et que du coup il y a des nouveaux enjeux et que coordonner ne suffisait plus, qu'il fallait aussi diriger, et parce que le bureau en tant que bénévole au pluriel pouvait pas se permettre de diriger l'association seul. Il fallait quelqu'un sur le terrain. Mais il s'est avéré que peut-être l'association n'était pas prête à être dirigée, que les bénévoles n'étaient peut-être pas prêtes à être dirigés. Or, c'était pour le bien de l'association et donc pour le bien des personnes qu'on aidait et qu'on accompagnait. Du coup, ça a posé tout plein de questions sur qu'est-ce que ça veut dire diriger, comment on dirige, qui dirige, pourquoi, est-ce que c'est le CA et le bureau, quelle est la place des bénévoles par rapport aux salariés. Et il y a plein de questions comme ça qui se sont posées et qui ont été assez difficiles à gérer parce que on avait l'impression qu'on nous reprochait de vouloir vraiment mettre les gens un peu dans des cases, de vouloir créer... Je sais pas, j'avais l'impression qu'on crée une dictature au sein d'une asso, alors qu'au contraire, le but, c'était, pour que les gens aient de la liberté, c'était savoir un peu quel est le champ de liberté de chacune, parce qu'en fait, on pouvait pas se permettre de conseiller et de faire n'importe quoi, parce que ça avait un impact réel et concret sur les gens qu'on accompagnait. C'est-à-dire que un ou une bénévole peut avoir plus ou moins de compétences sur un sujet précis et peut donc plus ou moins bien conseiller une personne. Et pour moi, c'était important qu'on puisse organiser ça de manière saine et de manière à protéger les jeunes. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y avait vraiment un enjeu de protection. De protéger les jeunes, de protéger les salariés, de protéger les bénévoles, mais surtout les jeunes, en fait, qui sont des personnes précaires et vulnérables. Et mettre un cadre, pour moi, ça ne veut pas dire emprisonner les gens, ça veut juste dire protéger. Je veux dire, c'est comme en éducation spécialisée, quand on met un cadre pour l'éducation des jeunes, ça ne veut pas dire qu'ils sont en prison et qu'on les bloque ou qu'on les empêche de vivre leur vie. C'est rassurant, un cadre. Un cadre, c'est rassurant. C'est pas fait pour emprisonner. Un cadre peut être dépassé, on peut sortir du cadre, mais on peut en sortir parce qu'il existe et qu'il faut savoir changer de cadre si on voit que c'est plus le bon cadre et l'adapter, peut-être le repeindre, l'enlever, l'agrandir, le rétrécir en fonction des moments. Et il faut être flexible. Pour moi, on peut exister. Il peut y avoir une horizontalité dans l'organisation, dans le fonctionnement d'une association, dans l'horizontalité d'une gestion. Pour moi, il faut quand même une hiérarchie, mais la hiérarchie, elle doit évoluer constamment. C'est-à-dire que les rôles doivent évoluer. C'est comment la hiérarchie, elle fonctionne. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne des décisions, il faut qu'il y ait des personnes qui tranchent. Parce qu'autrement, c'est très dur de fonctionner. Et j'ai été dans des associations où il n'y avait pas vraiment de bureau, de CA, de direction, et que c'était une sorte de fonctionnement collégial. Mais en fait, c'était tout le temps, au final, les mêmes personnes qui se mettaient à faire toutes les missions, à faire le travail, et que tout le monde se dédouanait un peu, et que personne ne se responsabilisait réellement. Et pour moi, l'enjeu de se responsabiliser, la responsabilité, elle vient aussi d'une forme de hiérarchie qui peut vite changer, en fait. Mais il faut inciter les gens à s'investir pleinement d'un sujet et qu'il faut avoir des gens qui dirigent les associations, dans les CA et dans les bureaux, qui s'investissent pleinement, qui sont sur le terrain. Et pour moi, l'importance du terrain, elle est fondamentale. Il ne faut pas uniquement des personnes qui sont sur le terrain, il faut aussi des personnes en dehors du terrain, avec une compétence, une visibilité un peu autre. Quand on a la tête dans le guidon, parfois on ne prend pas toujours les meilleures décisions, on peut prendre des sujets très à cœur, et ça permet un peu de nous aider à réfléchir, et qu'il faut un mélange, en fait, des personnes qui réfléchissent et qui viennent de milieux très variés. C'est un peu ça les questions que je me pose, c'est un peu quelle est l'évolution des bénévoles dans une association. Est-ce qu'avoir un mode d'organisation d'entreprise, c'est forcément négatif? Est-ce que ça peut pas être positif si c'est pour le bien et la protection des personnes qui travaillent et des personnes accompagnées, en priorité de celles évidemment accompagnées. Et surtout, je trouve qu'il y a tout un enjeu. Moi, j'ai quand même été dans cet asso avec un rôle de présidente pendant longtemps, et je savais que le fait que je sois une femme jeune a eu un impact. C'est-à-dire que globalement, on m'a pris au sérieux, mais de plus en plus avec le temps. Mais il y a vraiment eu un moment où j'ai senti une sorte de sexisme sur... Pas tout le monde, mais aussi des partenaires qui m'appelaient Madame la Présidente, avec un air un peu condescendant, comme si c'était genre un jeu de société pour moi, alors que c'est des missions qui m'ont pris un temps fou, qui m'ont pris mon énergie, ma santé mentale, mon âme. J'y ai mis tellement d'amour et tellement de cœur dans ce projet.
Et dans cet asso, que c'était assez compliqué à entendre, je me suis jamais sentie légitime à être présidente de l'association. Dans le fond, je sais que j'avais une forme de légitimité. Les gens ont voté pour le CA, qui a ensuite accepté de m'élire en tant que présidente, et je m'étais présentée parce que c'était aussi un projet qui m'intéressait, qu'il n'y avait pas grand monde, enfin personne qui voulait prendre ce rôle-là. Et c'était important pour moi de le faire parce que je tenais à l'asso, que je tiens à cette mission, à la lutte qu'on mène, et je voulais honorer en fait cet assaut. Il y a toute une partie qui a été assez intéressante à analyser ces dernières années, c'était le gap un peu intergénérationnel autour du féminisme. En tant que présidente et perçue comme femme, ça a été assez intéressant de voir le retour des personnes avec lesquelles je travaillais en tant que présidente de l'association, parce que je suis perçue comme femme. Et du coup, c'était tout un enjeu un peu... c'est pas rien en fait de voir les réactions des personnes et de réussir à trouver sa place, à s'exprimer et de donner de la valeur à sa parole en tant que femme et de donner de la valeur aux mots, de réussir à apprendre à se sentir légitime et à valoriser finalement le savoir que j'ai accumulé ces dernières années, parce que du coup, je suis dans ce milieu-là depuis 2019, là on est en 2026, et que j'ai beaucoup appris, mais aussi sur comment gérer une association, parce qu'avant d'avoir une directrice, il y avait une coordinatrice, et ensuite le bureau dirigeait plus ou moins l'association avec les décisions stratégiques qui étaient prises par le CA, mais on devait entre guillemets, mettre en pratique tout ce qui était décidé en conseil d'administration, en réunion. Si je devais un peu résumer, c'était les questions autour de la place du bénévole au sein d'une association quand l'association grossit, jusqu'où on structure une association ou pas, jusqu'où il faut penser la place des bénévoles au sein des associations, et jusqu'où les associations peuvent être un endroit où alors oui, où on fait communauté évidemment, mais où la communauté créée entre bénévoles prend une place plus importante ou tout aussi importante que l'accompagnement des jeunes. C'est-à-dire qu'on va passer autant de temps à réfléchir autour de la place des bénévoles au lieu de se concentrer sur le bien-être des jeunes et l'accomplissement des missions de l'association. Voilà, donc si ça vous a intéressé comme thème, dites-moi sur ces réflexions-là autour de la lutte, du bénévolat, de faire communauté et de réfléchir aux enjeux stratégiques, surtout politiquement. Il va y avoir de plus en plus de complications pour les associations à exister. Avec mon autre asso, il y a plein d'autres enjeux, parce que c'est une asso qui grossit, mais qui fait une toute autre mission. Vraiment, en fonction de l'association, du public et des personnes accompagnées, les enjeux sont toujours très très différents en fonction des bases et de la manière dont l'association a été créée, comment elle a été fondée, comment elle a été pensée, et qu'il y a toute une histoire et des racines associatives qui sont... Voilà, ça fait partie de la racine du truc, donc on peut pas tout déraciner, c'est-à-dire il faut réfléchir à comment faire pousser encore plus d'arbres et faire fleurir l'arbre, en l'occurrence, dans cette métaphore un peu éclatée. Voilà, mais dites-moi si ce sont des thèmes qui vous intéressent, en tout cas de m'entendre réfléchir autour de ces questions-là, parce que moi, c'est des questions qui m'intéressent énormément. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, si vous n'êtes pas d'accord, de me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, de vos pensées. Mon but, c'est pas du tout de dire que voilà, c'est ça qu'il faut faire pour une asso ou pas. C'est vraiment de poser des questions et de partager mes réflexions qui me prennent beaucoup de temps. Merci et belle journée à vous. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Il y a un truc auquel je pensais, dont je pense que j'ai oublié de parler dans la vidéo. C'est le sentiment d'être dépossédé. C'est-à-dire j'entends souvent les bénévoles se sentent dépossédés de leur mission, des activités de l'association, dont ils et elles étaient responsables pendant une période, mais qui, avec l'arrivée des salariés, ils ne l'étaient plus. Parce que les choses ont évolué, parce que en se professionnalisant, forcément, il y a des choses qui ont un peu basculé dans la main des salariés, notamment, même moi, des choses que je faisais avant, en tant que présidente au bureau, au CA, j'ai arrêté de les faire parce que, on a embauché des personnes qui étaient plus habilitées que moi à le faire. Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Et je pense qu'une de nos erreurs en tant que bureau, ça a été, quand on a embauché une directrice, de remplacer la coordinatrice. Or, la coordinatrice avait été déjà surchargée, il y avait déjà beaucoup trop de travail et on s'était dit soit qu'il fallait plutôt qu'il y ait une direction au lieu d'une coordination, mais en fait, c'était, à mon avis, en plus, et que les 2 rôles auraient dû être complémentaires et qu'on n'aurait pas dû rajouter à la fiche de poste d'une coordinatrice le rôle de directrice. Parce que c'est là où je pense qu'on a peut-être fait une erreur, mais en même temps, il y a toute une réalité financière où, les financements, d'une association, c'est extrêmement compliqué. On a vraiment, vraiment pas beaucoup d'argent. On dépend des appels à projets, des subventions privées
et c'est extrêmement compliqué. C'est des choses qui peuvent vraiment varier, qui demandent un temps fou, qui demandent des bilans très précis. Pour une asso d'une telle ampleur, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et de travail et presque un enfin, un full-time job, en tout cas un mi-temps. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement chronophage et plus on est gros, plus il faut être, précis dans nos demandes de fonds et de financement. Du coup, voilà, c'est pas mal de questions sur, pour pouvoir être là au mieux pour les jeunes qu'on aide et qu'on accompagne, il faut aussi avoir les moyens financiers et du coup, les ressources humaines qui nous permettent de chercher les ressources financières et c'est compliqué et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de questions un peu plus du type entreprise qui viennent se poser. C'est: «Est-ce qu'il faut qu'on change notre manière de d'avoir de l'argent?» Parce que c'est vrai que dès qu'on fait autre chose, on se dit: «Ah oui, mais on s'éloigne, on s'éloigne». Oui, mais est-ce que c'est forcément s'éloigner que de diversifier ses sources de revenus? Oui, ça veut dire mettre de l'énergie ailleurs, mais peut-être que ça peut nous en enlever aussi ailleurs. Enfin, je sais pas. Franchement, c'est plein de questions que je mets sur le tapis. Je n'ai pas de pensée très tranchée. J'ai des avis, mais qui peuvent être, qui peuvent évoluer et je pense qu'il y a un autre enjeu, c'est que souvent, la raison pour laquelle l'association grossit, c'est que quand il a été question potentiellement de rétrécir, en fait, personne au CA et au bureau était prêt à prendre la décision de rétrécir et de faire moins. En fait, c'est très compliqué et surtout qu'on pourrait peut-être à la limite rester un status quo, mais et encore, ou alors il faudrait vraiment réfléchir le fonctionnement, mais c'est aussi des questions et des décisions qui qui sont difficiles à prendre et avec lesquelles tout le monde n'était pas en accord. Parce que, qui dit réduire voudrait dire changer nos missions, dont notre mission, principale et hem et ouais et en fait, du coup, ne pas prendre cette décision, ça veut dire accepter de grossir. L'obligation de se professionnaliser et de se poser toutes ces questions structurantes, de structuration, d'organisation, de stratégie, elles sont d'autant plus fondamentales qui que ça ne va qu'aller en grossissant au vu des choix, qui ont été faits par le passé. Donc voilà, je dis pas qu'il y a de bons, de mauvais choix qui ont été faits, pas du tout. Franchement, on prend des décisions à des moments précis avec les éléments qu'on a, avec les connaissances qu'on a, les compétences qu'on a. Parfois c'est bien, parfois c'est moins bien et voilà, ce qu'il faut, c'est être en mesure de se remettre en question et de savoir si quand on se positionne, je pense sur un sujet, si c'est, vraiment, pour notre bien à nous ou pour le bien, des personnes qu'on aide et qu'on accompagne et je pense que parfois c'est un peu là où le curseur il peut jouer, c'est se rappeler de pourquoi on est là et prendre les décisions qui soient les meilleures pour, les personnes, pour lesquelles l'association a été, créée à la base. J'ai pas trop parlé de ressources et de textes ou quoi, mais je sais qu'il y en a. J'en ai lu certaines, des articles et cetera, mais encore une fois, si vous avez des conseils, de lecture, de films, de docus, de fiction ou alors, vraiment sociaux, géopolitique, tout ce qui peut, traiter autour de ces sujets-là, ça m'intéresse énormément. Même si vous connaissez des gens qui ont fait des thèses à ce propos, c'est trop intéressant. Prenez soin de vous et à chaque fois, continuons de lutter et on espère rester dans une France où on pourra continuer à lutter, surtout et à améliorer et à se remettre en question, tout le temps et à s'écouter, je le redis. Donc voilà, écoutons-nous, écoutez-vous, prenons soin de nous, prenons soin des autres et voilà quoi. Bisous.